Bonjour à tous, c'est Jean-Jacques Rodali et bienvenue dans Conversation avec JCK. Cette semaine, je suis avec Saïd Ben Moufok, professeur de philosophie et cofondateur du parti politique Place Publique, créé en 2018 et qui commence à faire pas mal parler de lui ces derniers mois et qui va être représenté aux élections européennes en mai 2019. Je suis persuadé que la philosophie a un rôle fondamental à jouer dans notre société contemporaine, en particulier pour nous aider et nous guider dans nos prises de décision, nos actions concernant des thèmes majeurs comme la crise sociale et environnementale qu'on peut connaître alors en France, mais même de manière générale dans le monde entier. Je crois également beaucoup en l'importance d'avoir une vision transdisciplinaire pour pouvoir attaquer ces sujets hyper complexes et tous interdépendants, interconnectés. Et c'est pour ça que j'ai envie d'inviter Saïd encore une fois, parce qu'il mixe la philosophie, l'éducation et la politique. Et donc dans cette conversation, nous avons notamment abordé son histoire avec l'Algérie et la révolution algérienne, sa découverte de la philosophie et son mentor qu'il a rencontré pendant ses études, l'histoire en tout cas de sa rencontre avec ce mentor incroyable, ses références dans la philosophie, la genèse de Place Publique et la vision de Place Publique, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire Place Publique, pourquoi ce mouvement est en train de monter, et quelle va être la vision à moyen long terme, comment rendre la philosophie ludique et utile pour les jeunes de 17-18 ans. Voilà, ça nous rappellera nos souvenirs de lycée plus ou moins bons selon les personnes. Son avis sur l'éducation nationale et les dernières réformes, notamment celles qu'il y a eu au lycée les dernières années. Et bien plus, voilà, plein d'autres sujets qu'on a également abordés que je n'ai pas mentionnés. J'espère que l'épisode vous plaira avec Saïd. N'oubliez pas, si vous aimez le podcast, d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes, parce que c'est vraiment ce qui a le plus d'impact pour pouvoir m'aider à faire découvrir le podcast à plus de monde. Et c'est vrai que ça donne un boost de motivation chaque semaine pour produire un épisode chaque lundi. Et puis voilà, donc je vous dis à tout de suite avec Saïd. J'enregistre. Bienvenue Saïd. Merci Jean-Charles. Merci d'être dans Conversation avec JCK. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer ? Oui, je suis Saïd Ben Moufok, donc professeur de philosophie. J'enseigne à Aulnay-sous-Bois. Je suis élu d'opposition au Front National à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Voilà, militant, actif en ce moment dans un mouvement qui s'appelle Place Publique, dont je suis cofondateur et qui prépare activement les prochaines échéances électorales, notamment les élections européennes. Les européennes, c'est au mois de juin ? C'est en mai. Mai-juin, ouais. Ok. Et très bien. Bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, faut remercier Elliot Pavia qui nous a mis en relation. Ah, un copain. Salut Elliot. Et du coup, là, on va aborder différents sujets, j'ai différents thèmes à aborder avec toi. Je voulais commencer déjà par ton histoire. Où es-tu né, où as-tu grandi ? Alors je suis né dans un pays qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est en Algérie. Donc je suis né à Alger, à El Biar précisément, un quartier d'Alger, et j'ai vécu mes premières années en Algérie avant que mes parents décident de franchir la Méditerranée pour venir en France. Et donc j'ai suivi d'abord mon papa qui est venu s'installer pour une formation en fait, parce qu'il était agronome en Algérie, et en fait il a eu la possibilité de venir se former à Montpellier, et il est resté quelques mois tout seul ici, et avec ma maman et mon frère et ma sœur on est venu le 31 décembre 1987. Voilà. D'accord, donc tu avais 4 ans, ça si J'avais 4 ans et demi. 4 ans et demi. J'avais 4 ans et demi, et puis en fait on devait rester quelques mois au départ pour que mon père termine sa formation, et puis de fil en aiguille, il a eu une opportunité, il s'est dit tiens, si on restait encore un peu pour travailler, et puis avant de rentrer, et en fait chaque année il disait bon bah alors est-ce qu'on pose les bagages ? Ah non, l'an prochain on retournera à Alger. C'est comme les Juifs disent l'an prochain à Jérusalem, nous c'était l'an prochain à Alger, et puis finalement Puis jamais. oui, après j'ai une petite sœur qui est née en 90 ici, puis une autre 5 ans plus tard en 95, et puis le petit dernier qui est né en 2000. Et un jour mes parents ont dit bon bah en fait voilà, on est là, nos enfants sont là, donc ils ont posé les bagages.
Et moi, très tardivement, j'ai compris que ce discours du retour, ce que j'appelle le mythe éternel du retour, en fait, n'avait plus de sens, quoi. Donc, j'ai un attachement viscéral à l'Algérie. C'est une partie de mon identité qui compte énormément pour moi. Tu y retournes du coup souvent? Et j'y retourne autant que possible. Ça fait quelques temps que j'y suis pas retourné parce que comme j'ai un petit garçon, c'est difficile. Je suis moins libre. Je peux pas prendre un billet comme ça et me dire tiens, je vais partir un week-end. Enfin, mais là, c'est vrai que avec ce qui se passe en ce moment, les événements, l'insurrection, cette ère révolutionnaire, la démocratique, ça m'attriste de pas y être. Justement, si tu peux expliquer le contexte un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé récemment là, le podcast pour dire, parce que les gens l'écouteront peut-être dans plusieurs années. On est en mars 2019. Et oui, on est en mars 2019 et il se passe un événement incroyable depuis quelques semaines en Algérie. C'est totalement inattendu. En fait, il y a eu un soulèvement populaire contre la volonté du président Bouteflika de se représenter pour un 5e mandat. Et c'est vrai que depuis maintenant bien longtemps, on sait qu'il est malade, il est plus en capacité de gouverner, c'est un clan qui gouverne à sa place. Et les Algériens ont décidé de se mobiliser très fortement et d'une manière très surprenante parce qu'elle est totalement pacifique depuis des semaines maintenant. Alors hier, il se trouve que le président a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Il y a une lettre qui est sortie, c'est ça? C'est ça, exactement. Il a publié une lettre pour dire que il renonçait au 5e mandat, qu'il allait mettre en place un gouvernement de transition avec la possibilité de constituer un groupe de travail d'experts pour concevoir une nouvelle constitution. C'est un groupe indépendant du gouvernement actuel. Il faudra veiller à ce qu'il soit indépendant, en tout cas qu'il soit constitué de personnalités suffisamment représentatives de la diversité de la société algérienne. Et il faut espérer que ça se fasse dans les meilleures conditions pour qu'il y ait une véritable transition démocratique. C'est arrivé hier, là, cette annonce, et on est encore un peu dans l'ébullition parce que on ne sait pas comment le peuple va maintenant agir. Est-ce que les manifestations vont cesser ou est-ce que la mobilisation va perdurer pour pousser dans le sens d'un véritable changement démocratique? Parce que c'était tous les vendredis, c'est ça? Enfin, j'avais comprendre. Oui, c'est tous les vendredis. Dans tout le pays, en plus. Oui, c'est ça. Il y a des marches le vendredi, mais pas que, puisque il y a eu une mobilisation qui a tourné à la grève générale là, il y a quelques jours, en début de semaine pour nous, donc lundi. Et c'est très étonnant en fait ces mobilisations, parce que bon, dans le monde arabe, on sait qu'il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe à partir de 2011, et qui a malheureusement parfois tourné au drame dans de nombreux pays. Et là, en Algérie, jusqu'à présent, en quelques semaines, il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu que des mobilisations qui ont reposé sur l'humour, sur la dérision, sur des choses extrêmement positives. Sur l'art aussi, j'avais vu un post mis sur Facebook. Oui. Une femme qui dansait. Cette jeunesse algérienne qui est extrêmement conscientisée, qui est ouverte sur le monde grâce aux réseaux sociaux. On voit en fait cet effet incroyable des réseaux sociaux. On a des jeunes qui en fait sont connectés à ce qui se passe en Europe, ailleurs, partout dans le monde, en Amérique. Enfin, c'est il y avait une frustration, j'imagine, depuis quelques années. Ils constatent bien le décalage. C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel qui est un discours nationaliste vieux maintenant, qui correspond plus à rien de ce qu'a pu être la ferveur nationaliste du commencement de l'Algérie. Et en fait, ce décalage, là, il éclate au grand jour. Et on a une jeunesse qui est avide de liberté, qui veut vivre tout simplement comme on vit dans les pays où on respecte les droits fondamentaux, où on respecte les libertés individuelles et la démocratie. Et là, ce qui arrive est vraiment extrêmement réjouissant et enthousiasmant. J'ai l'impression que ça se sentait un peu. Je sais pas si tu connais la chaîne Thinkerview sur YouTube. C'est une chaîne qui invite des politiques, des écologistes sur différentes thématiques. Et j'avais plus le nom de l'invité, mais il y avait une personne assez brillante qui avait anticipé justement, qui sentait c'est la prochaine révolution allait se passer en Algérie.
Et j'en ai parlé aussi avec Alexandre Melnik, alors qui a été un des invités du podcast, qui donne des cours en Algérie, et qui m'expliquait justement la frustration de tous ces étudiants algériens, qui, comme tu expliques très bien, ils se sentaient un peu limités dans leur vie, en fait, de manière générale, dans leurs choix, dans leurs possibilités. Ouais, alors il se trouve que l'Algérie a toujours été un peu en décalage par rapport au reste du monde arabe dans les étapes de son développement politique. D'abord, elle a fait une révolution quand même pour son indépendance qui est assez unique, avec le Front de Libération Nationale de 54 à 62. Le reste, si on prend l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc, ils ont conquis leur indépendance d'une autre manière. L'Algérie l'a conquise de haute lutte. Et cet événement, donc la guerre d'Algérie, a construit un imaginaire révolutionnaire qui a excessivement politisé la société algérienne. Et donc les Algériens sont en permanence avides de savoir, de connaissances. Ils misent énormément sur l'éducation. Ce qui fait qu'on a une jeunesse qui, depuis très longtemps, était extrêmement formée. Et les Algériens sont toujours au fait de l'actualité. Ils savent tout ce qui se passe en France. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me bluffe quand je vais à Alger. En fait, ils sont au courant de tout ce qui se passe en France. Et partout dans le monde, d'ailleurs, mais particulièrement pour la France, puisqu'il y a des relations de proximité qui sont liées à l'histoire. Et en fait, la révolution à partir de 62 a donné, il y a eu le coup d'état de 65 avec Boumedienne qui arrive au pouvoir, et puis ensuite un accaparement du pouvoir par le FLN, avec FLN, parti unique, jusqu'en 88. Et en 88, il y a eu déjà une première forme de révolution démocratique, puisque les Algériens se sont mobilisés et ils ont obtenu le pluripartisme. Et ce pluripartisme, je rappelle que 88, c'est avant même la chute du mur. Donc on est au Maghreb, dans un pays du monde arabe, et il y a un peuple qui se mobilise pour obtenir les libertés politiques que l'Europe de l'Est ne connaît pas à l'époque. Donc ils ont un temps d'avance à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu cette décennie terrible qui a duré jusqu'à l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, en fait. Les décennies noires des années 90, avec la guerre civile, le terrorisme, l'islamisme, donc tout ce dont on parle aujourd'hui, en fait, les Algériens l'ont connu déjà à l'époque. Et puis arrive Bouteflika arrive au pouvoir, il met en place ce qu'on appelle la concorde civile. En fait, c'est que en gros, il a proposé un pacte aux islamistes à l'époque, aux terroristes du GIA notamment. Il leur dit si vous descendez du maquis, si vous revenez vivre parmi les Algériens, si vous renoncez aux armes, eh bien, vous serez graciés. Et donc, vous ne serez pas poursuivis. Enfin, ceux qui n'ont pas commis de crimes de sang, etc. Mais bon, c'était très difficile de faire la part des choses. Savoir qui a fait quoi. Voilà. En tout cas, pour lui, la seule possibilité, c'était de tirer un trait sur ce qui s'était passé et de permettre aux uns et aux autres de retrouver une vie ordinaire. Alors, ça a coûté énormément, parce que t'imagines bien que les familles, les proches des victimes, moi dans ma famille j'ai compté des personnes qui ont été assassinées, moi-même j'ai assisté à des attentats, des bombes à Alger, donc c'est vrai que se dire ceux qui ont fait ça, maintenant on va tirer un trait dessus, c'est quand même extrêmement dur. Mais le prix a été payé par la société algérienne et il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, ça a mis quelques années, mais l'Algérie a retrouvé une forme de paix et de stabilité. Sauf que tout ça, c'était encore dans les mémoires. Donc quand le printemps arabe arrive en 2011, on est encore dans la continuité de cette décennie noire. Ce qui fait que moi, j'étais en Algérie à ce moment-là, au moment où ça bougeait partout, en Tunisie, en Égypte, ça commençait en Syrie, et les Algériens ne bougent pas. Il ne bouge pas. Et donc, j'y suis allé précisément pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, je parlais aux gens, j'essayais de trouver les raisons qui faisaient que pourquoi l'Algérie ne se mobilisait pas. Et tout le monde répondait, ils disaient tous la même chose. Ils disaient non, parce qu'on sait que si on bouge, c'est le retour du terrorisme, on n'en veut pas. Nous, ça fait quelques années maintenant qu'on vit en paix, donc il est hors de question que... Donc, mieux vaut un régime insatisfaisant que le terrorisme. Donc c'était ça à l'époque. Et là, on est, tu vois, 2011, on est en 2019. Et depuis,
eh bien, il y a eu une maturation, il y a eu une nouvelle génération, forcément, qui est arrivée, hein, puisque les gamins qui sont dans les rues aujourd'hui, enfin les jeunes qui se mobilisent, c'est des jeunes qui, en fait, étaient tout petits pendant la période terroriste. Donc, c'est quelque chose qui est moins frais dans leur mémoire, qu'ils ont moins... Ils sont moins impactés par cette période. Oui, voilà, qu'ils ont moins à l'esprit quand ils descendent dans la rue. Et donc, tu vois qu'il y a ce décalage maintenant, parce qu'il y a aussi l'enseignement de ce qui s'est passé dans le monde arabe. C'est-à-dire que tous les échecs de la Tunisie, de l'Égypte, de la Syrie, tout le monde l'a à l'esprit. Et donc, les Algériens sont descendus avec ce mot d'ordre, Selmiya, Selmiya, c'est-à-dire la paix, la paix. Voilà, les mobilisations doivent être pacifiques, il faut nettoyer les rues, il faut avoir que des slogans extrêmement positifs et surtout ne jamais déboucher sur la violence. Et avec l'armée qui a joué le jeu, puisque elle a à aucun moment pas tiré sur les gens, elle n'a pas tiré, elle n'a pas dépassé son cadre, enfin sur la sécurité, voilà, c'est simplement. Et bien voilà, ça donne quelque chose qui est pour l'instant assez extraordinaire. Désolé, j'étais un peu long. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est pas forcément un podcast d'actualité, mais c'est quelque chose, je pense qu'on en reparlera encore. Ouais, on parle du printemps arabe 8 ans après, on parle c'est une révolution des dizaines d'années, donc c'est un moment important, je pense, pour le pays, puis c'est même pour d'autres pays aussi qui pourront s'inspirer, je pense, du coup, de cette manière d'avoir procédé. Parce que c'est vrai qu'ils ont pris un peu le contre-pied, justement, du printemps arabe ou de leurs anciennes révolutions ou de ce qu'on peut voir aussi, on pourra en parler aussi, mais ce qu'on voit en France aujourd'hui, d'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus par rapport aux Gilets jaunes. Toi, comment tu as perçu ça, comment tu perçois ça toujours, si on fait le parallèle avec l'Algérie là. Alors la comparaison pour le coup ne serait vraiment pas raison, parce que on n'a pas affaire à la même mobilisation, au sens où les Algériens ils se mobilisent contre un pouvoir qui respecte pas leurs droits fondamentaux, donc c'est un pouvoir autoritaire. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire de ce président, ou ça a changé avec le temps en fait c'est un système, si tu veux. Le président Bouteflika, il est une énième incarnation de ce système, tu vois. Alors dans ce système il y a des clans, il se trouve que là c'est son clan qui gouverne depuis des années, mais avant il était en disgrâce, lui, si tu veux. Avant qu'il revienne au pouvoir, il était tombé en disgrâce parce que c'était le ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, qui a été le grand président algérien des années 70, à l'époque où l'Algérie pesait sur la scène internationale. Et donc Boumedienne décède en 78 et Bouteflika est immédiatement écarté du pouvoir. Et après, il va être condamné, d'ailleurs. On va lui chercher des soucis pour l'écarter définitivement. Donc, il va être poursuivi par la justice algérienne pour détournement d'argent, etc., condamné. Exilé, non il est parti, il est parti à l'étranger, il est allé s'exiler en Suisse. Et puis, il revient au pouvoir, donc, à la toute fin des années 90. Si tu veux, après, quand même, quasiment 2 décennies. Oui, ouais, c'est ça, 2 décennies d'exclusion. Donc, à partir de là, il va amener son clan avec lui et mettre ses hommes partout aux responsabilités. Mais si tu veux, pour les Algériens, c'est toujours le système. Tu vois, parce que c'est quand même, tout ça, c'est l'héritage de ceux qui ont contribué à la libération de l'Algérie, à l'indépendance de l'Algérie. C'est la continuité. Mais exactement, on est dans la continuité de ce pouvoir, voilà, exactement. Et donc là, il s'agit vraiment de mettre en place les conditions pour qu'une nouvelle république émerge. Une nouvelle république qui soit, pour le coup, conforme à des normes démocratiques véritablement modernes et compatibles avec notre société, avec notre temps en tout cas. Alors en France, c'est pas la même chose. En France, c'est une mobilisation sociale qui s'inscrit dans un contexte de crise sociale extrêmement forte. Mais elle a émergé très lentement, en fait. Ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, ça date pas même de Macron. Tu veux, Macron a amplifié quelque chose qui existe depuis des années, qui est là, qui est latent. On le voit bien avec un certain nombre d'indicateurs.
de signaux, enfin, qui nous alertent depuis longtemps, mais auxquels personne n'a vraiment su répondre. La hausse des inégalités, le Front National qui s'installe, le vote populiste, enfin ce qu'on appelle populiste, ou en tout cas une espèce de vote un peu fourre-tout qui mêle de la colère, et quelque chose qui se transforme, parce que la colère elle peut être saine, mais là ça se transforme en quelque chose de très malsain. Tu parles par rapport au Front National, du coup, le vote, Oui, essentiellement par rapport au Front National, ou d'autres forces un peu périphériques, mais qui sont... Oui. Voilà, et le mouvement des Gilets jaunes, il a traduit une forme de colère, au départ, qui, moi, m'a semblé extrêmement réjouissante, parce que... je veux dire, l'essentiel de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est sur le pouvoir d'achat. Alors, effectivement, la question, ça a été la taxation des carburants, qui est un enjeu écologique qu'il faut surtout pas négliger, hein, bien sûr. Mais pour autant, les gens sont sortis dans la rue et ont commencé à se mobiliser parce que, tout simplement, Ils en ont besoin. ils demandent à pouvoir vivre correctement de leur travail et c'est très important. Et donc, la question fiscale, la question du pouvoir d'achat, la question des inégalités. Voilà, ça c'était les problèmes fondamentaux, les problèmes majeurs, qui sont des problèmes qui, pour moi, doivent être posés de la manière la plus radicale possible. On ne peut plus accepter que sur la question fiscale, les riches soient privilégiés par rapport aux classes moyennes, aux personnes moins favorisées. C'est pas possible. Donc il y a la question de l'ISF qui se pose. Les riches doivent contribuer, les plus fortunés doivent contribuer à due proportion, et ça me semble être une question de justice sociale. Il y a la question des inégalités, qui n'est pas uniquement liée à la fiscalité, mais on le sait bien, on a je veux dire, là pour le coup, toutes les études économiques, sociologiques le montrent, on a des classes moyennes, parce que c'est essentiellement ceux-là qui étaient dans les rues. Voilà, des petits salariés, des gens qui ont des revenus modestes et qui, comme disait un sociologue, Louis Chauvel, c'est les classes moyennes à la dérive. Elles se sentent déclassées, ils ont l'impression qu'ils vivent moins bien que leurs parents et que leurs enfants peut-être vivront moins bien qu'eux. Enfin, c'est ce qui est jamais arrivé. C'est ça, exactement. Donc là, on a l'impression de gigantesque régression sociale. Donc c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et ils le vivent d'autant plus mal que en face, on a tout un système. Tout un imaginaire médiatique qui encense les winners, ceux qui réussissent, ceux qui produisent, les start-upers, etc. Ceux qui font fortune comme ça en claquant doigts parce qu'ils ont trouvé le produit magique qui leur apporte des millions. Et les réseaux sociaux, Instagram qui exactement, c'est ça. Donc, super vie, voilà, la mondialisation voyage. heureuse et tout. Et Macron, il incarne ça. Donc c'est pour ça que ça s'est cristallisé comme ça autour de lui. C'est qu'en fait, il incarne ce type de modèle, ce modèle de la réussite individuelle, facile, qui fait que quand on gagne de l'argent, on est génial. Et quand on est moins favorisé, moins fortuné, ou je ne sais quoi, alors là, tout à coup, on n'a pas réussi, on est soit un loser, soit de toute façon on est responsable de son destin parce qu'on n'a pas su traverser la rue et trouver l'emploi qu'il fallait. Et donc, la crise des Gilets jaunes a révélé tout ça. En tout cas, elle a permis de mettre vraiment sur la table toutes ces questions. Mais la réponse du pouvoir, à part les 10 milliards lâchés par Macron le moment venu, bon, la réponse, elle est en fait extrêmement faible, quoi. Et il n'y a pas de changement. Alors, c'est que son grand débat, il dit, en fait, on va débattre, mais... il n'y aura pas de changements fondamentaux sur ma ligne économique et sur ma ligne fiscale. Si on écoute, mais on n'agit pas forcément. Oui. Donc dans ces conditions, c'est pas possible. Alors le mouvement des Gilets jaunes s'est essoufflé pour plein de raisons. Hein. Moi, je veux pas en plus insister sur. Il faut continuer tout le temps. Alors, qui souhaite poursuivre, d'ailleurs sous une forme électorale, pourquoi pas.
pourquoi pas. C'est-à-dire du coup Ce qui présente une liste aux européennes, enfin, qui qui s'inscrivent dans un cadre démocratique. Je ne sais pas s'ils en auront les moyens, la force, l'envie, mais pourquoi pas. Après, le problème, c'est que si ça se traduit pas autrement que des manifestations le samedi, qui sont d'ailleurs de plus en plus réduites en fait dans la rue, qui inévitablement moins c'est large et plus il y a de visibilité pour ceux qui viennent uniquement pour nuire, les casseurs. Donc ça perd son sens chaque semaine. Ça fera que desservir le mouvement, quoi. Donc là, bon, je crois qu'ils arrivent quand même à une forme d'essoufflement. S'il n'y a pas de possibilité de sursaut sous une autre forme, en tout cas de traduction de leurs revendications sous une autre forme que celle qui est maintenant un peu habituelle, je vois mal comment ils pourront déboucher sur autre chose qu'un épuisement, quoi. Bien sûr. C'est marrant parce que c'était les sujets que je voulais aborder à la fin, mais très bien, on en a parlé au début, donc c'est très bien, au moins c'est fait. Et on y reviendra justement sur le volet politique par rapport aux fonctions que tu peux exercer aujourd'hui et à la place publique. Mais je voulais juste continuer du coup sur la partie philosophie pour essayer de comprendre du coup, parce que je trouve que les disciplines s'entremêlent aussi, donc je vais essayer aussi de les croiser au possible. La philosophie, ça a commencé comment, au lycée j'imagine, ou avant déjà pour toi? Alors pas du tout. Pas du tout. Alors, au lycée, au lycée en terminale, on découvre la philosophie en terminale normalement. Et moi, j'étais, alors là, je suis passé complètement à côté. J'étais élève à Mantes-la-Jolie. J'avais un prof qui était très sympa d'ailleurs, mais ça t'a pas marqué? Mais absolument pas. Je suis passé complètement à côté et j'étais très mauvais en plus. Donc j'ai eu 7 au bac, j'ai eu 7 toute l'année. Enfin c'était voilà. C'est ta note, quoi. C'était un 7 très généreux en plus, hein, tu vois. Mais j'étais pas du tout intéressé par la philo parce que d'abord dans ma famille, dans mon milieu social, la philo on connaît pas. C'est même plutôt dévalorisé. Je me souviens quand ma mère elle me disait oh là là les philosophes c'est trop abstrait. Oui voilà les philosophes. Non tu sais elle me disait cette expression elle disait c'est les romantiques, tu sais, les philosophes c'est les romantiques, c'est ceux qui se suicident parce qu'ils ont un chagrin d'amour, tu vois. Les artistes maudits un peu. Oui c'est ça, voilà, c'est les poètes maudits. Donc elle a une espèce de vision comme ça. Donc tu vois la philo, alors vraiment je suis passé complètement à côté en terminale. Et si d'ailleurs au moment où je passais le bac on m'avait dit tu seras prof de philo, j'aurais rigolé. C'est une blague, c'est pas possible. C'est une punition presque. Ouais mais quasiment, ouais, parce que c'est sans intérêt pour moi. Et puis donc c'est pour ça aussi que tu vois j'ai une forme de bienveillance aujourd'hui à l'égard des élèves qui viennent avec un a priori, avec un a priori la philo, parce qu'en fait je me revois à leur âge et j'étais exactement comme ça. Et moi mon but dans l'année c'est d'essayer de leur montrer qu'il y a autre chose. Mais alors je sais pas si j'y arrive, en tout cas j'essaye de faire ce qu'il faut pour leur montrer que c'est pas simplement des réflexions abstraites et inutiles, mais il se trouve que moi j'étais comme ça. Et j'arrive en prépa parce que plutôt que d'aller à la fac, mes profs m'ont dit mais en fait non, tu vas aller en classe prépa dans le lycée, hein, toujours à Mantes-la-Jolie. C'était une prépa, tu sais, une prépa de banlieue. On était des petits effectifs et je suis allé en prépa littéraire parce que j'hésitais entre l'économie et l'histoire, et puis finalement faire de l'histoire, tu vois, plutôt que d'aller en fac, c'était mieux d'aller en prépa. Alors je dis bon pourquoi pas, mais je savais même pas ce que c'était une prépa, tu vois. Donc j'ai dit à mon père en fait il y a un dossier là, je vais aller en prépa. Et mon père m'a dit mais ça prépare à quoi? Je sais pas. Surtout pour l'histoire, je vois pas ce qu'il y a derrière qui nécessite une prépa en fait. Je connais que la fac d'histoire. Et en fait quand tu fais une prépa littéraire, c'est pour préparer l'école normale supérieure. Ah ok. Ou Sciences Po, tu vois, des grandes écoles comme ça. Maintenant tu as des passerelles aussi vers les écoles de commerce, enfin. Donc tu as plusieurs possibilités, mais c'est toujours en passant par un concours. D'accord. Ou autrement, tu vas à la fac après. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce que alors l'école normale supérieure, si tu veux, moi c'était, je sais même pas que ça existait. Tu vois. Et d'ailleurs même en prépa, je comprenais pas vraiment. C'était pas mon horizon. Mm-hmm. Et moi j'étais content parce que je restais au lycée à Mantes, j'étais chez moi dans mon environnement. C'était, tu vois, ça m'évitait parce qu'en plus j'avais pas trop les moyens non plus de
Excuse-moi. À tes souhaits. J'avais pas trop les moyens non plus je pouvais pas me prendre un logement à Paris, c'était impossible. Donc j'étais très content de pouvoir rester à Mantes. Et là, j'ai eu une sorte de révélation, une rencontre. Un prof extraordinaire, prof de philo, Pierre Dardot, qui a changé ma vie. Donc, qui est devenu un ami, et je le salue d'ailleurs. C'est mon mentor, vraiment. C'est une personne qui a énormément compté. Que tu as eu en en première année, du coup, en prépa. Que j'ai eu alors d'abord en option culture G, je crois. Enfin, tu vois. D'accord. Et puis ensuite, en deuxième année, en Cagne, en philo. Et puis j'ai pris la spé philo. À l'époque. Parce que c'était lui. Parce que c'était lui. Et j'étais tout seul en spé philo. Okay. Donc j'ai eu cours particulier. Conditions exceptionnelles, conditions extraordinaires quand même, qui sont une espèce de... Enfin, c'est peut-être une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie. Grâce à l'éducation nationale, j'ai eu 3 heures par semaine de cours particuliers. Parce que j'étais tout seul en option philosophie. C'est très rare. Avec un penseur extraordinaire, exceptionnel, un professeur hors du commun, qui est pour moi resté un modèle absolu. Qu'est-ce qu'il faisait du coup pour toi? C'est qu'est-ce qu'un professeur hors du commun justement alors Eh bien, d'abord il a une rigueur dans la pensée qui pour moi est insurpassable. Tu vois, là pour le coup, à chaque fois c'est même un peu intimidant. Oui, c'est un challenge pour moi, c'est toujours vraiment un modèle. Et une clarté dans les formulations, une forme de charisme aussi. Enfin, vraiment, il avait, si tu veux, une espèce de talent hors du commun, quoi. Et ça m'a complètement... ça m'a ouvert les yeux sur la philosophie. Chamboulé, ouais, c'est vraiment c'est la rencontre. Tu sais, des fois dans la vie comme ça, d'ailleurs c'est souvent comme ça que naissent les vocations. Tu vois, c'est une rencontre, c'est une personne qui incarne quelque chose, qui donne du sens. Et là, tout à coup, tu dis bah oui, ça c'est ça que je veux faire en fait. Et voilà, pour moi, ça a été ce professeur. Et qui est devenu un ami qui m'a énormément aidé avec sa femme Anne, qui sont devenus vraiment des référents pour moi et qui m'ont aidé durant toutes mes études, tu vois, parce qu'après j'ai quand même galéré, pour passer les concours de philosophie qui étaient très très difficiles. Tu vois, c'était vraiment la loterie, le CAPES et l'agrégation de philo, c'était 3% de réussite. Donc si tu veux, quand tu viens d'un milieu où t'as pas beaucoup d'argent, tu vois, moi j'étais à la CMU, t'es pas dans les favoris sur le papier. Non, j'étais loin d'être dans les favoris, quoi. Et ils m'ont encouragé à y aller. Enfin, ils m'ont aidé vraiment, même matériellement, tu vois. C'était sans eux, j'y serais jamais arrivé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir prof de philo, de passer les concours. Finalement, j'ai eu le CAPES, l'agrégation et la philo, du coup, si tu devais définir, du coup, comment tu définirais la philosophie? Qu'est-ce que c'est La philosophie, c'est quoi? C'est apprendre à mourir, comme disait l'autre. Mais je sais pas comment. Tu vois, en fait, le problème, c'est que mes élèves, c'est la première question qu'ils me posent, évidemment. Tu vois, c'est pour ça que je la pose. 13, ils me disent c'est quoi la philo, monsieur? Et je leur dis écoutez, si je vous donne une définition, alors je peux vous donner. Philein, c'est aimer, c'est l'amitié, et Sophia, c'est la sagesse, le savoir, la sagesse. Donc, le philosophe, c'est celui qui désire être sage, qui aimerait, qui se veut l'ami de la sagesse, mais qui précisément, s'il aimerait devenir sage, c'est parce qu'il ne l'est pas. Donc, c'est celui qui, en même temps qu'il... il est en quête perpétuelle de... Ben oui, il désire devenir sage, mais en fait, il sait qu'il ne le sera jamais. Et parce que précisément s'il était sage, il cesserait d'être philosophe, puisqu'il aurait atteint son but. Mais se décréter sage, c'est une forme d'immodestie qui est exactement le contraire de la philosophie. Donc tant qu'on est philosophe, en fait, on sait qu'on est dans une quête perpétuelle qui, par nature, sera inachevée. Donc c'est une forme d'utopie. Et moi j'y suis venu pour des questionnements, parce que il y avait des questions qui m'habitaient, quoi,
Ça t'aidait à avoir qui plus me clair sur le hantait. sujet. J'espérais trouver des réponses. Et j'ai compris depuis qu'en fait, j'aurais jamais de réponse. Ça te fait poser Mais plus de questions encore. en tout cas, ça m'a aidé à clarifier les questionnements. Et à peut-être comprendre que le fait de ne pas avoir de réponse, c'est une réponse, en fait. déjà un gain en soi. Et c'est des questionnements métaphysiques, tu vois, sur le sens de la vie, sur Dieu, l'existence de Dieu. Moi, je suis né dans une famille musulmane, donc j'ai eu une éducation religieuse. Et puis, en fait, très rapidement, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est parce que j'ai grandi dans cette famille que je suis du bon côté? Tu vois, c'est quand même bizarre. Enfin, et c'est l'apprentissage de l'altérité. Me dire, mais en fait... c'est marrant parce que nous on pense qu'on a raison, mais tout le monde pense qu'il a raison, donc et tout le monde est persuadé. Quelqu'un qui a tort quelque part ou ou en pas, tout cas, d'ailleurs. peut-être qu'on a tous tort en fait. Peut-être qu'on a tous tort. Ouais. Peut-être qu'on a tous tort de croire qu'on a raison. Et j'ai essayé de trouver des réponses dans les philosophes. Justement, t'as eu des références, des ouvrages ou des philosophes. Beaucoup, ouais. Si tu dois en Beaucoup. citer ceux qui t'ont le plus marqué. Alors, je vais citer un non-philosophe, mais c'est quelqu'un qui a compté probablement si tu veux, à 18 ans, j'ai eu une crise métaphysique, j'ai cessé de croire en Dieu, et je me suis mis à croire en Brassens. Et je suis tombé complètement, éperdument amoureux de Brassens. Et alors à l'époque, je faisais pas encore de la philo, mais Brassens m'a accompagné pendant toutes mes études, tu vois. Mais je l'écoutais, j'ai appris par cœur toutes ses chansons. C'est devenu pour moi une espèce de référence. Ouais, alors je sais pas, un ami quoi, un ami. Je me disais, mais tiens, là dans cette situation, qu'est-ce qu'il dirait Brassens, qu'est-ce qu'il penserait, enfin, tu vois. Et je trouve que la philosophie de Brassens, d'ailleurs, j'ai commencé à écrire un petit bouquin que j'aimerais bien un jour achever. Ouais, tu vois, c'est Brassens philosophe. C'est-à-dire, comment tu peux te servir de Brassens dans la vie pour essayer de penser l'amour, la mort, les femmes, l'amitié, tu vois, des grands thèmes philosophiques. La société, les animaux. Sur plein de thèmes, qu'est-ce que Brassens ferait? Qu'est-ce que Brassens dirait à travers ses chansons, tu vois, ses chansons les plus populaires, en fait. C'est une espèce de pop philosophie, comme disait Deleuze. Voilà. Donc, tu vois, Brassens a été pour moi la première référence philosophique, avant même de découvrir les philosophes. Et puis après, évidemment, je suis entré dans les choses un peu plus sérieuses. Aristote... le jour où j'ai commencé à piger un peu d'Aristote, je me suis dit waouh. Là, on parle de la philosophie antique. Ouais, la métaphysique d'Aristote. J'étais complètement sidéré de la beauté de son système. D'ailleurs, un ouvrage, alors pour le coup, sa philosophie morale, un ouvrage extraordinaire de Pierre Aubinck qui s'appelle La prudence chez Aristote. Ça, c'est on vraiment... l'a conseillé plusieurs fois, j'ai toujours pas lu. Alors, la prudence chez Aristote, c'est d'une beauté. C'est vraiment éblouissant. C'est éblouissant. Je me souviens d'avoir lu ça quand j'étais en licence. Et j'étais complètement scié, quoi. Je me disais, mais tant de beauté sur l'aphronésis, c'est-à-dire, tu vois, la prudence. Le concept de prudence chez Aristote. La modestie qu'elle implique. La capacité de saisir l'universel dans le particulier. Enfin, c'est éblouissant. Voilà, Nietzsche qui m'a énormément marqué aussi. C'est lui les questions sur Dieu après, justement. Alors oui, Nietzsche, les questions sur Dieu, bien sûr, et puis sur la morale, tu vois, sur l'essentialisation des choses, tu vois, le dogmatisme, c'est bon, tout ce qui est quand même le contraire d'une pensée libre, quoi. Et une philosophe, une grande philosophe pour le coup, qui est vraiment une des premières que j'ai lues, qui m'a énormément marqué. D'ailleurs, je me souviens d'avoir recommandé la lecture à Eliot et qu'il l'avait lu, c'était Hannah Arendt, Conditions de l'homme moderne. Et voilà, elle, je l'ai lu en prépa et j'étais très très marqué par cette lecture. Voilà, c'est quelques exemples. Non, mais c'est très bien. Mais t'as pas lu Homère? Est-ce que tu parlais du retour? Justement, tu y croyais pas forcément avec l'Iliade et l'Odyssée. Bien sûr. Bah oui. Ah bah oui, bien sûr. toute la question de la nostalgie est
Et pour moi, aussi un des thèmes qui m'a incité à faire de la philosophie. En fait, je crois que c'est lié probablement, bon, évidemment à mon histoire, hein, mais comme j'ai été arraché à l'Algérie étant tout petit. Je suis arrivé en France, je parlais pas un mot de français. On m'a mis à l'école comme ça, sans explication. Puis tu sais, à l'époque, bon, mes parents étaient pas des psychologues nés, quoi. Donc ils sont pas dit comment t'allais ils se sont pas posé des questions. Ouais. Enfin, en tout cas, ils ont pas essayé de verbaliser comme moi je pourrais le faire avec mon enfant aujourd'hui. Tu vois, si moi avec mon gamin, si on part un week-end, je prends 1 heure pour lui expliquer ce qu'on va faire. Et, tu vois, le brief. Exactement, histoire que il soit bien, tu vois, qu'il soit bien capable de comprendre tout ce qui se joue. Ça fait peur quand t'es petit, quand tu te retrouves dans un nouveau lieu, tu sais pas. Bien sûr, ouais. Mais là, tu sais que moi des fois, il me surprend parce qu'il se pose des questions et je comprends que ça lui fait peur. Je comprends que ça lui fait peur parce qu'il insiste dessus, alors que pour moi, il n'y a aucun problème. Par exemple, là, en ce moment, il est obsédé par un truc, c'est quand on va prendre un train ou le bus même, il dit, mais il va pas nous attendre, il va partir sans nous. Et tu vois, il a cette inquiétude là, c'est le train va partir sans nous. Mais j'ai peur qu'il parte sans nous, Donc je suis obligé de lui expliquer pourquoi il va pas partir sans nous et pourquoi même si le bus part, c'est pas grave, il y en a un autre dans 2 minutes. Et tu vois, il se passe des trucs dans sa tête. Et si toi-même, il a raison pour le coup, il peut partir. Alors il peut partir complètement, mais là où il a tort, c'est que c'est pas grave. Et lui, il croit que c'est grave. Donc il se dit, il s'inquiète quoi. Et si je prends pas ce moment pour lui expliquer, en fait, ça crée chez lui une anxiété. Alors évidemment, là, c'est pas dramatique, mais t'imagines ce que ça peut être pour moi, à 4 ans et demi, qui quitte ma famille, tu vois, mon pays, ma langue, et qui me retrouve comme ça, jeté le lendemain à l'école avec des gamins qui parlent pas la même langue, et sans que je comprenne quoi que ce soit, et sans que personne m'explique. Surtout qu'on n'a aucune notion de la géographie quand on est petit, je pourrais croire que c'est très proche de l'Algérie où t'étais. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, et tu sais pas ce qui se passe, personne t'explique, et on te dit, ah, mais peut-être qu'on va y retourner, mais en fait, donc j'ai passé toute mon enfance comme ça à me dire, mais l'an prochain, je serai pas là. Tu vois, l'an prochain, je serai ailleurs. Et à me raconter que j'étais pas français, que tu vois, que j'étais algérien, que de toute façon, mon pays c'était l'Algérie, que je vivais ici, mais que c'était transitoire, enfin, tu vois, une espèce comme ça, de transition permanente. Et alors je sais plus pourquoi je dis ça. Ah oui, si, pour la nostalgie, voilà. Et en fait, j'ai été extrêmement mélancolique depuis toujours. J'étais un gamin mélancolique, toujours à me dire, mais en fait, les choses qui passent, c'est terrible qu'elles passent. Tu vois, pas accepter le temps qui coule et qui emporte avec lui inexorablement tout ce qui existe. Et ça, c'est un arrêt sur image ou un. Ouais. Donc tu vois, par exemple, j'étais très collectionneur. Alors j'essaye maintenant de limiter ce côté fétichiste, mais j'ai énormément de mal à acheter les choses. Tu vois, j'ai des vêtements qui s'empilent et je peux pas les jeter. J'ai un t-shirt que j'ai depuis que j'ai 12 ans, et j'arrive pas à le jeter. C'est vouloir capturer le temps un petit peu. Exactement, c'est retenir comme ça. Mais alors que je suis pas du tout matérialiste. Tu vois, j'ai pas de. Mais malgré tout, si, parce que du coup, t'arrives pas à acheter des. Mais j'arrive pas. En fait, c'est des choses toutes bêtes. Tu vois, je suis pas matérialiste parce que je suis extrêmement prêteur. Okay. Je peux même, tu vois, je donne sans problème. J'ai pas de. Par contre, j'arrive pas à jeter. À l'idée que quelque chose aille à la poubelle, c'est comme si je renonçais à mon passé, comme si je renonçais au moment heureux qu'on a pu connaître et tout. Et j'ai toujours l'impression aussi, ça fait partie de la nostalgie, que le passé était toujours mieux. Tu vois, c'était mieux avant. On a quand même moi, je suis persuadé qu'on surinterprète souvent les souvenirs, enfin le passé justement. Ah, complètement, je le fantasme. Mais moi je sais bien, parce que il y a des techniques pour ça. J'avais lu justement, alors c'est Sylvain Tesson que j'aime beaucoup, un écrivain voyageur qui lui note tout ce qu'il fait tous les jours dans des espèces des journaux intimes, on va dire. Et ça lui permet notamment de bien se rendre compte de la réalité de la journée 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, et de pas être dans l'illusion que c'était mieux avant tout le temps. Bien sûr. Mais tu vois, moi par exemple, je sais, je suis conscient de cette illusion. Précisément, le propre d'une illusion, c'est que en fait, c'est une erreur qui perdure même quand on a pris conscience. Et c'est pour ça que c'est pas une erreur ordinaire. L'illusion, elle disparaît pas comme ça. Mais t'as beau à savoir que c'est une illusion, elle reste quand même. Par exemple, moi, je sais que la période où j'étais étudiant et je préparais la première fois que j'ai passé le concours, tu vois, de l'agrégation et de CAPES de philo, je l'ai pas eu cette année-là.
et j'étais extrêmement malheureux. Mais c'était vraiment une période de ma vie très douloureuse, très difficile. Tu vois, je prenais des médicaments pour lutter contre la dépression. Enfin, tu vois, j'étais sous antidépresseur. C'était un objectif tellement important que Exactement, c'était l'enjeu fondamental pour moi dans ma vie. C'était ça. Et j'étais extrêmement angoissé. Donc très malheureux. Et tu vois, je faisais des crises d'angoisse, je dormais pas la nuit, enfin je m'en suis rendu malade, quoi. J'allais voir un psychiatre qui me donnait des médicaments pour tenir le coup. Eh bien, aujourd'hui, quand je repense à cette période, j'y repense avec énormément de tendresse et vraiment de nostalgie. Alors que je sais que j'étais malheureux à l'époque et que pour rien au monde, je voudrais revivre ce que j'ai vécu. Tu vois, donc cette espèce de rapport au passé qui est toujours un rapport d'idéalisation. C'est vraiment ça pour moi la nostalgie. C'est que, en fait, tu vois, nostalgie, ça vient du grec, donc nostos et algos. Algos, c'est la douleur, et nostos, c'est le retour. Et donc la nostalgie, c'est la douleur de ne pas voir revenir les choses. Que les choses s'en aillent sans revenir. Et ben en fait, je vois bien que mon rapport au passé est nostalgique par essence. Par essence. Quel que soit le passé. Moment heureux, moment malheureux, je l'idéalise. Je suis plutôt content, mais après je pense qu'il y a des gens qui sont complètement à l'inverse et qui eux sont plus dans une fuite en avant et qui le futur. Ah peut-être. Et peut-être que l'idéal c'est d'être, on parle souvent du moment présent, le sens d'arriver à rester dans le présent, d'oublier le passé, de pas penser au futur et de se concentrer sur ce qui existe, ce qui est devant nous. C'est ce que dit Pascal, dans ce qu'il appelle le divertissement. Il dit nous ne nous tenons jamais au présent, nous regrettons le passé comme trop prompt à passer et nous anticipons l'avenir. Et donc on passe notre temps en fait dans des temps qui ne nous appartiennent pas, parce que seul le présent nous appartient. Mais effectivement, on est soit tourné vers le passé, soit tourné vers l'avenir, et puis on laisse échapper l'essentiel. Donc, ça fait penser aux stoïciens, moi c'est ceux que j'ai le plus lu. Alors je sais pas si tu les apprécies, mais Marc Aurèle, Sénèque et Épithète, avec le concentre-toi sur ce que tu contrôles et oublie ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un petit peu cette idée que le futur de toute façon tu le contrôles pas. Bon, le passé il est passé, donc exactement. Pense au présent. C'est ça. Ouais. C'est ça. Par rapport aux philosophes, on voit pas mal de philosophes à la télévision, et j'avais entendu, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, d'autres philosophes dire que c'est pas forcément ceux les plus représentatifs de la philosophie. À qui tu penses? Ah ouais, je vais en citer plusieurs. On voit qui à la télévision? On voit Enthoven, on voit Finkielkraut, comme ça, je sais jamais dire son nom. Finkielkraut. Bernard-Henri Lévy, enfin tous ceux qu'on voit à la télévision, et j'entends souvent justement d'autres philosophes dire mais eux sont pas du tout représentatifs, ils sont plutôt dans l'analyse de l'actualité. Enfin qu'est-ce que tu penses de ces... Est-ce que c'est bien déjà de faire de la philosophie d'actualité comme on voit de plus en plus, parce que ça la rend grand public, notamment Enthoven qui avec ses chroniques, ce genre de choses. Ouais. En fait, il y a plusieurs dimensions à la philosophie. Tu as la philosophie comme activité, comme ascèse, comme un art de vivre. La philosophie pratique, tu vois, c'est exactement ce que un philosophe qui s'appelait Pierre Hadot a vraiment montré au sujet de la philosophie antique. Il disait, mais en fait, la philosophie, c'est essentiellement des exercices spirituels qui visent à se transformer de l'intérieur pour vivre conformément à un idéal rationnel. Là-dessus, ça, c'est pas du discours. Tu vois, c'est pas de l'analyse de la pensée, c'est vraiment un objectif pratique et pragmatique. Le philosophe, en ce sens, c'est celui qui va essayer de se conformer dans sa vie, au quotidien, à un idéal de sagesse. Maintenant, il y a aussi la dimension plus conceptuelle de la philosophie, comme exercice de pensée. Où là, on essaye de clarifier la pensée, de clarifier les concepts, de bien poser les problèmes, etc. Et ça peut s'adapter, s'appliquer à, évidemment, aux grandes questions du monde, grandes questions métaphysiques, grandes questions classiques. Et l'objectif est aussi d'essayer de clarifier les données d'un problème plus commun, tu vois, qui peut toucher à l'actualité. Donc bien penser les choses. Maintenant, est-ce que Enthoven, Onfray, Finkielkraut le font, voilà, est-ce qu'ils le font bien?
je sais pas s'ils sont. Enfin, je veux dire, je peux pas dire c'est des philosophes ou c'est pas des philosophes parce que tu vois, ce serait extrêmement prétentieux et dogmatique de ma part. La question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment utiles au débat et est-ce que ils amènent de l'intelligence, tu vois. Il me semble que globalement, plutôt, Onfray, j'aime moins. Onfray, là en plus, je pense qu'il est dans une espèce de dérive un peu populiste qui est malsaine. Enfin, il fait du buzz pour du buzz. Il est dans le... Bon. Il y a eu des histoires aussi avec son université populaire, enfin à Caen, là, où je sais pas. il avait créé une université il y a une vingtaine d'années, il me semble, et il en fait plus partie, mais je connais pas toute l'histoire. Ouais. Mais... En fait, je trouve que la difficulté, c'est quand même d'un moment d'être dans une position où on se veut un penseur qui éclaire le débat, mais qui contribue quand même à des polémiques, souvent très stériles, à de l'invective, à ajouter du désordre au désordre. Et la frontière entre les deux, sur Twitter pour Enthoven essentiellement, et dans la presse aujourd'hui un peu réac pour Onfray, la frontière entre les deux, elle est peut-être assez floue. Et bon, je trouve que parfois c'est intéressant, parfois ça l'est moins. Et quand ça l'est moins, on regrette qu'il mêle la philosophie ou l'idée, ou de près ou de loin, de la philosophie à ce genre de choses. D'accord. Et justement, la philosophie par rapport, alors que ce soit les choses du quotidien, mais même de manière générale, les enjeux du XXIe siècle, on peut revenir aussi par rapport à la politique. Comment la philosophie peut s'insérer, être utile, peut nous guider soit au niveau écologique, au niveau social, démocratique. Comment toi, déjà au niveau personnel, comment tu peux l'insérer, par exemple, dans ton travail aujourd'hui, avec Place Publique, par exemple? Ouais. L'exercice philosophique, donc de clarification de la pensée, c'est un exercice qui, en fait, n'est pas le propre des philosophes. Au sens où tout le monde, tu vois, on n'a pas besoin de se dire professeur de philosophie. D'ailleurs, moi, je suis plus professeur de philosophie que philosophe. Donc, j'enseigne la philosophie, mais je suis pas un inventeur, un créateur de concepts, comme dirait Deleuze. Tu vois, c'est pas mon activité. Et on peut encore créer des concepts, justement. Bien sûr, on en crée tout le temps. On en a besoin, c'est peut-être ça que je voulais dire. C'est indispensable, parfaitement, bien sûr, ouais, c'est indispensable. Maintenant, tu vois, apporter de la clarté, apporter de la rigueur dans la manière dont on pense les choses, c'est toujours utile. Et c'est toujours bienvenu. Le problème, c'est quand l'urgence médiatique, politique, l'urgence de l'actualité fait que on considère qu'on n'a pas le temps pour ça. Et qu'on se précipite sur le tweet, sur la petite réponse, la polémique, le mot qui passe bien, quand on préfère les jeux de mots à la rigueur de la pensée. Et donc c'est difficile, hein, tu vois, de prendre le temps, d'essayer de poser les problèmes, d'essayer d'amener un peu de contenu, tu vois, sur les questions écologiques, par exemple, notre rapport à la nature, notre rapport aux animaux, notre rapport à l'humain, tu vois, une dimension éthique. Tout ça, c'est quand même compliqué. Ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande de la patience. Et ça demande aussi, c'est fondamental en philosophie, d'accepter qu'il n'y a pas de réponse simple. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait toutes les réponses simples sont fausses. C'est toutes les idées simples sont fausses et toutes les autres sont inutilisables. Et en fait, ça vaut particulièrement pour la politique. C'est que, en fait, en politique, dès qu'on a une idée simple, en fait, ça marche pas. C'est qu'elle est simpliste. Et si on essaie de complexifier, personne te suit. Du coup, faut faire quoi? Voilà, c'est le problème. C'est la problématique. C'est exactement, c'est un problème. On est dans un monde devenu trop complexe. Et exactement, on est dans un monde qui aujourd'hui est beaucoup trop complexe pour pouvoir être gouverné simplement, facilement, ou même avoir un mode de représentation à l'ancienne, tu vois, classique, qui est le grand homme qui va trouver la réponse parce qu'il a la vision, je ne sais quoi. Mais c'est quasiment impossible parce que
au final, on est quasiment que sur des exponentielles sur tous les sujets. Mais nous, en tant que société, en tant qu'individu et collectivement, on est plutôt sur quelque chose de linéaire. J'ai l'impression que ce serait compliqué d'aller aussi vite que le monde, la complexité avec Internet, avec tout ça. Enfin, bah, bien sûr, oui. Et ça va faire que s'accélérer. Mais nous, on va pas s'accélérer. Enfin, nous, on s'accélère pas, exactement. Donc c'est ça le problème. Oui. Donc, il y a un moment... On a l'impression qu'on est dans un monde en fait où tout est interconnecté, interdépendant, mais du coup on sait même plus quand on enlève. C'est comme si on jouait au médecin, là, les jeux des enfants, là, et puis on sait pas, on clique et ça sonne, on sait pas pourquoi. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on a une mauvaise intention, peut-être dans tous les cas. Mais... Bien sûr, c'est très juste. Et face à ce monde de plus en plus complexe, bah, c'est très difficile d'arriver à poser une parole qui soit plus ralentie, tu vois, qui mette un peu de mesure là-dedans, qui essaye de demander qu'on cesse d'être toujours dans l'urgence. Tu vois, et surtout en politique, moi je le vois bien avec notre mouvement, si tu veux, avec Place Publique, en fait, quand on se lance, ben, on n'est pas nombreux, on est tous bénévoles jusqu'à présent. Tu peux expliquer justement Place Publique, qu'est-ce que c'est Ouais, Place Publique, c'est un parti politique qui existe maintenant depuis quelques mois et qui... la nuance mouvement-parti, du coup, parce que des mouvements... alors c'est un mouvement, en fait, si tu veux, c'est un mouvement parce que je veux dire, la différence entre mouvement et parti, elle n'a pas trop de sens juridiquement. Maintenant, on est un mouvement politique plus qu'un parti traditionnel. Pourquoi ? Parce que on veut justement éviter de reproduire les écueils des partis traditionnels, c'est-à-dire une forme de hiérarchie, de fermeture aussi idéologique. On essaye de promouvoir une ouverture vers la société civile, vers ce qu'on appelle des porteurs de cause, c'est-à-dire des gens qui sont illustrés sur des combats ou sur des thématiques particulières, plutôt que des professionnels de la politique. Et du coup, qui sont donc tu fais partie des premières personnes à avoir créé des membres fondateurs. Des membres fondateurs. Ouais, on était une douzaine au départ. Et puis, du coup, moi je vois Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher, et les autres personnes éventuellement. Et ben, on est maintenant très très nombreux, donc. Combien maintenant à peu près Alors, on arrive à 30 000 là. 30 000, ok. Et on est extrêmement occupé là, dans l'équipe nationale. Hier soir, on était en réunion jusqu'à minuit et demi. Donc ça a commencé comment du coup en fait, c'était les prémices. Alors les prémices, c'était je suis un petit groupe, là, les membres fondateurs. On s'est réunis autour de Raphaël et Thomas en se disant, mais en fait, on vient tous d'horizons assez différents politiquement. Bon, plutôt à gauche, mais certains avaient voté Mélenchon, d'autres Hamon à la présidentielle, d'autres Macron. Et on était tous un peu, dépités par les résultats de la présidentielle et la nouvelle donne politique, en se disant mais c'est pas possible ce clivage entre les libéraux d'un côté, les nationalistes de l'autre, et puis Mélenchon avec son populisme de gauche. On peut pas s'en tenir à ça, c'est pas possible. Et on s'est dit en fait, il faut lancer une nouvelle force politique. C'est la seule possibilité, mais cette force politique devra tenir compte, tirer les leçons de 2017. C'est-à-dire besoin d'un très fort renouvellement en termes de pratiques politiques, en termes de discours. C'est-à-dire les pratiques politiques c'est-à-dire ce que je te disais sur les vieux appareils politiques, ça c'est plus possible. Par exemple, le fait que je sais pas, pour la politique n'est pas forcément un métier, on est un citoyen qui va exercer une fonction comme un CDD, on va dire, et après on passe à la suite. Quoi. Oui, et que en fait, on n'est pas là pour être des professionnels de la politique. La politique, c'est pas un métier. Et on n'est pas là pour faire carrière en politique. On peut évidemment exercer un mandat, éventuellement que ce mandat soit renouvelable, mais après il faut passer la main. Passer la main. La démocratie, disait Aristote, c'est la rotation des charges. Donc il est inconcevable que quelqu'un occupe un siège toute sa vie au motif qu'il est là et qu'il doit y rester. C'est pas possible. Donc on s'est dit mais en fait il y a une très forte attente parce que les électeurs de la gauche, les électeurs écologistes, ils n'ont pas disparu, ces gens-là. Ils n'ont pas disparu, donc c'est simplement qu'il n'y a plus personne pour les représenter. Et donc idéologiquement on s'est dit mais en fait l'enjeu il est de faire la synthèse, enfin de faire maintenant d'opérer la transformation de la social-démocratie et de l'écologie en écologie sociale. Parce que du coup j'ai lu les 4 causes, du coup c'est écologie, démocratie, Europe
et démocratie, démocratique. Urgence sociale, Agence sociale. urgence écologique, urgence démocratique, urgence européenne. Et sur la partie écologique, justement, comment on fait est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans le passé, mais qui est présent, en tout cas c'est très urgent, pour concilier justement les dynamiques politiques avec les élections, ce genre de choses, et agir déjà dans le présent, dans un contexte où c'est question de quelques années maintenant, pour éviter des catastrophes incroyables, naturelles, environnementales, réchauffement climatique, etc. Ouais. C'est ça que il faut un accompagnement aussi. J'ai l'impression que, je sais pas si tu as pu voir, mais il y a pas mal de gens qui appellent même aujourd'hui à ce qu'on appelle la désobéissance civile, des choses comme ça, que ça parte même par le bas, entre guillemets, pas forcément par la politique. Mais je pense qu'en fait, il faut que chacun joue son rôle là où il entend le jouer. Moi, j'oppose pas les gens qui sont dans les mouvements, le mouvementisme, tu vois, par la société civile, les activistes, je les oppose pas aux politiques. Simplement, ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes rôles, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Si on décide de faire de la politique au sens traditionnel du terme, alors à ce moment-là, on a un agenda à respecter, on a un cadre à respecter. Il y a des élections, on se présente devant des électeurs, il y a des formats qui sont un peu parfois artificiels, mais dans lesquels il faut s'insérer. Et quand on est activiste, l'agenda n'est pas le même. On va mener des luttes qui sont plus ponctuelles, qui sont plus ciblées. Et je pense que les deux doivent se compléter, en fait. Il faut que les deux soient liés. C'est-à-dire que les politiques se nourrissent des revendications de la société civile, des activistes, des ONG, des associations, tout ça, et que les associations soient capables d'éclairer les politiques, de mettre le doigt sur les enjeux et de les pousser. Donc tout ça, c'est complémentaire, en fait. Surtout quand on est de gauche. Oui, après, du coup, voilà, du coup, il faut le bon parti, ou en tout cas les bonnes personnes qui gouvernent pour amplifier l'effet des activistes. C'est ça, mais rappelle-toi, moi je n'ai pas souvenir parce que je ne l'ai pas vécu, mais je veux dire, quand Blum arrive aux responsabilités avec le Front Populaire, il dit à la société, il dit aux travailleurs, il dit aux syndicats, aidez-moi à porter les mesures de progrès. Donc il leur dit, mais comment, ça veut dire quoi, aidez-moi? Ça veut dire, mobilisez-vous sur le terrain. Allez-y, faites des grèves. Battez-vous. Parce que moi, si je suis tout seul au gouvernement à Matignon, en fait, il ne se passera rien. Ouais, complètement. Et mais justement, la vidéo dont je pense, là, c'est une que j'ai regardée récemment, c'est... j'ai plus le terme, c'est partager, c'est... Alors, je vais voir mes petites notes, ça va me revenir sinon. Mais c'était une vidéo, on sent... Ah, ça me reviendra. Là, ça me vient pas. Et dans cette vidéo, ils expliquaient justement que on avait toute la frustration. Ces deux personnes, deux youtubeurs, en fait, un belge et un français, qui expliquent leur frustration par rapport à la situation actuelle. Et on voit clairement que, en tout cas, vu les systèmes en place aujourd'hui, qu'eux, ils y croient pas, et du coup, ils se disent, en fait, on peut pas juste faire des petites marches, des petites actions, même si c'est utile. Ils sont presque à un appel à faire des actions plus majeures. Et eux, en fait, leur agenda, c'est pas le même agenda qu'un agenda politique, mais c'était de dire, par exemple, des fois, ils font pendant 4 mois une préparation pour une marche ou pour un événement qui a en fait un petit impact, un petit changement dans une petite loi, des choses comme ça, et de plus cibler justement des choses qui ont d'aller plus fort, en fait, des trucs plus majeurs. Mais j'entends ça de plus en plus, c'est un truc... alors c'est de l'extérieur, moi j'en parle face à face, soit on en parle avec des gens, pas forcément donner de nom, mais c'est des gens qui, de plus en plus, il y a de plus en plus pas d'agressivité, mais de tension. Ouais, Bah oui, on le sent bien, les gilets jaunes, tu vois bien. C'est quand même quelque chose qui traverse la société française, et ça se retrouve à tous les échelons, donc... On voit même avec les jeunes, justement, toi qui es professeur, avec les marches, les manifestations étudiantes, le manifeste là, qu'ils ont fait aussi les étudiants, comment tu le perçois ça justement moi j'ai assisté de près là, aux mobilisations lycéennes, tu sais, dans le sillage des gilets jaunes. Et en fait, ce qui était frappant, c'est que moi j'ai fait des grèves quand j'étais lycéen, quand j'étais étudiant, depuis que je travaille à l'éducation nationale, j'ai assisté à énormément de grèves de lycéens. Là, on était dans quelque chose qui n'était pas ordinaire, c'est-à-dire que c'était pas des mobilisations traditionnelles de grève avec les cortèges, tu vois, avec les revendications. Non, là c'était
quelque chose qui ressemblait beaucoup plus au mouvement de révolte de 2005, tu sais, dans les banlieues, dans les quartiers. Avec énormément de violence, des véhicules brûlés, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, etc. Parce qu'il y avait avec énormément de tension. Une force. Ouais, ben, en fait, on sent bien que ce qui se jouait là, c'était, comme pour les Gilets jaunes d'ailleurs, c'est en fait des tensions accumulées qui sont pas exclusivement les difficultés scolaires. Tu vois, c'est les difficultés sociales en général. Le paroxysme de tout ça était quand même l'interpellation des gamins à Mantes-la-Jolie, les 150 gamins qui ont été mis à genoux, avec ces images qui étaient horribles. Et ce coup de filet réalisé par les forces de l'ordre qui restera quand même comme quelque chose de profondément humiliant. Parce que Mantes-la-Jolie, c'est où tu exerces. Ah ouais, c'est le lycée où j'étais élève et où j'ai enseigné. Tu vois. Où tu enseignes okay. Alors j'ai enseigné, maintenant j'enseigne à Aulnay-sous-Bois depuis cette année. Mais mes parents habitent à 20 mètres de là, quoi. Ah oui, je vois très bien les images. Et justement, qu'est-ce qu'ils disent des élèves que tu as en classe aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose où discuter justement ces sujets? Bon, là, on n'en discute plus parce que c'est plus l'actualité, mais c'est quelque chose qui restera quand même, tu vois, parce que ces images ont fait le tour du monde. Hein. Elles ont fait le tour du monde et les gamins ont bien compris ce qui se jouait à ce moment-là parce que ça traduit quand même quelque chose de leur imaginaire et de leur vécu. Tu vois, les gamins des quartiers, en fait, leurs relations aux forces de l'ordre sont des relations d'agressivité, de violence, de mépris. Ils se vivent, ils se perçoivent comme les ennemis des forces de l'ordre, ou réciproquement. Hein. Ça, c'est terrible. Donc, tant qu'on ne trouvera pas un autre modus vivendi, tant qu'on ne trouvera pas une autre forme de relation, tu vois, avec une police de proximité, comme elle a pu exister, avec des médiations, en fait ça continuera comme ça. Et pour revenir par rapport à ton rôle de professeur, comment justement avec la philosophie, comme tu disais que c'était même toi-même c'était compliqué quand tu étais en terminale d'aimer, de comprendre cette matière, comment tu fais pour parce que ce qui est intéressant avec la philosophie, je trouve que c'est une des rares matières à l'école où on apprend un peu un esprit critique, enfin même complètement. Ce qui manque beaucoup, je trouve d'ailleurs, de manière générale, aux gens dans la société, c'est de savoir penser par soi-même, ce qui est d'ailleurs la base pour faire bouger les lignes. Hein. C'est quand on lit là je lisais récemment en 1984, des ouvrages comme ça, où on voit que la pensée est contrôlée ou limitée par un gouvernement ou par une institution. Comment justement tu rends ça ludique? Comment tu rends ça qu'est-ce que tu fais au quotidien pour en ton rôle de professeur? Il y a plein de manières de le faire. Je veux dire, les thèmes, les sujets en soi sont hyper intéressants en philosophie, pourvu qu'on les amène de la bonne manière. Pour des gamins de 17, 18 ans, 19 ans, il faut surtout pas partir d'une réflexion trop abstraite, trop académique, trop conceptuelle, sinon on les perd immédiatement. Mais je vais te donner un exemple sur la question du rapport à la vérité. Tu vois, la vérité, c'est une notion philosophique qu'on traite en terminale. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, tu vois, tu peux partir en disant, alors c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la concordance entre l'esprit et la réalité. Bon, là, tu vois, si tu commences par une définition comme ça, en fait, c'est pas intéressant. Par contre, si tu pars d'exemples qui sont dans la littérature philosophique classique, hein, tu vois, exemple de Kant. Querelle entre Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Faut-il toujours dire la vérité? Tu vois, question philosophique quand même classique. Et Kant a, lui, une théorie, c'est qu'il faut toujours dire la vérité. C'est un devoir absolu. Et il explique, hein, donc après, tu vois, dans le cours, t'expliques pourquoi, et tu pars d'un exemple très concret. Tu dis, voilà, s'il y a un criminel qui vient toquer à la porte, là, et qui me dit, bonjour monsieur, je cherche Jean-Charles. Est-ce que vous pouvez me dire où il est, parce que j'ai l'intention de le tuer? Il faudrait dire oui, du coup. Voilà, pour Kant, il faut dire oui. Voilà, pour Kant, il faut dire oui. Et là, tu vois, à partir de là, tu dis, à partir de cet exemple, alors pour vous, vous dites quoi? Vous dites oui, vous dites non? Tu vois, tu crées un débat.
tu as des élèves qui vont dire bah évidemment, enfin ils vont tous dire bah évidemment qu'on dit non. Et moi je vais expliquer pourquoi Kant dit qu'il faut dire oui. Tu vois, je leur amène l'argumentation de Kant. Et après, je leur dis alors qu'est-ce que vous en pensez, tu vois, on en discute. Et donc, mais ça va très loin après parce que à partir de là, tu peux tirer plein de conséquences philosophiques, tu vois. Et donc tu peux construire tout ton cours à partir d'un exemple comme ça. Et là, c'est hyper intéressant parce que d'abord c'est très concret. Et puis les gamins peuvent se rendre compte que en fait, on peut vraiment faire de la philosophie parce qu'à partir de là, tu vas amener des notions comme l'absolu, le relatif, le devoir, tout ça, qui sont des notions philosophiques extrêmement classiques et fondamentales, mais qui sont tout sauf des notions rébarbatives, parce que là, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent s'en servir au quotidien. Et du coup, à chaque cours, donc, vous prenez un exemple, vous partez d'un... Et bah, alors oui, en fait, le but, c'est de construire chaque séquence à partir comme ça d'exemples concrets qui sont des exemples tirés vraiment encore une fois de la littérature classique, tu vois. Une question, je sais pas, une question sur tiens, tu fais un truc un cours sur le raisonnement déduction, induction, abduction, tout ça. Alors si tu dis ça comme ça, tu vois, c'est hyper abstrait. Quand tu poses une question très concrète, est-ce que le soleil va se lever demain matin? A priori, oui. A priori, oui. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Tu vois, pourquoi est-ce que je suis certain que le soleil va se lever demain? Et là, je vais leur dire, bah, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des certitudes qui sont extrêmement fortes, implantées en vous, comme le soleil se lèvera demain, mais qui en fait ne reposent que sur une habitude. Rien d'autre que ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui me prouve que le soleil se lèvera demain. Exactement comme un animal, si tu veux, c'est Russell qui prend cet exemple, il dit, bah voilà, le raisonnement inductif, c'est quoi? C'est comme tous les jours quelque chose se répète, et ben je vais en tirer une induction qui est que demain, il va se produire la même chose. Il dit, comme la poule, quand le fermier entre à 6h du matin pour lui donner ses graines, ben la poule, hop, tous les jours, elle se précipite jusqu'au jour où le fermier entre avec un couteau pour tuer la poule. Et ben la poule, elle se précipite quand même parce qu'elle croit que, tu vois, donc... c'est l'exemple qu'on donne beaucoup dans l'écologie justement sur... on a toujours réussi à s'en sortir, on dit... Exactement, comme on a toujours réussi, on croit que demain voilà, qu'il y aura un happy end. Et ça, c'est le raisonnement comique, tu vois. Alors que le raisonnement tragique, ça consiste à dire, en fait, non, la fin, elle peut être très malheureuse. Et donc, tu vois, quand tu pars d'exemples concrets comme ça, ben, en fait, tout de suite, tu rends les choses intéressantes pour des esprits de 17 ans, de 18 ans, sans avoir besoin de sacrifier la qualité de l'enseignement. Tu vois, c'est ça qui est important. Clarifier le propos, le rendre accessible, c'est pas sacrifier la rigueur. Il faut surtout pas que ce le soit. Très bien. Et justement, en tant que professeur, c'est pas en tant que professeur, mais dans l'éducation, tu as aussi eu une autre fonction. Tu m'expliquais vers 2011-2012, tu peux expliquer donc au niveau de la vie lycéenne. Ah oui, j'ai été délégué national à la vie lycéenne. Ça consiste en quoi, ça? En fait, c'était une mission auprès du ministre de l'Éducation nationale qui consistait à animer le réseau de la vie lycéenne. Donc, c'est tout simplement les instances démocratiques de représentation des élèves. Dans chaque lycée, en fait, tu as un conseil de vie lycéenne qui élit des représentants des lycéens. Et ce conseil... en fait, a plusieurs missions. Il est consulté par le chef d'établissement sur un certain nombre de sujets, tu vois, l'organisation du temps scolaire, plein de questions qui concernent les lycéens. Et c'est une instance qui est très importante parce que si le chef d'établissement la prend au sérieux, ben ça lui donne vraiment des interlocuteurs. Chez les lycéens, ça permet vraiment de former aussi au sein des lycées des élèves qui sont conscients, tu vois, qui sont vraiment des représentants engagés, qui font vivre leur établissement. Et c'est des élèves qui vont devenir des citoyens, pour la plupart très engagés, tu vois, des citoyens vraiment conscientisés, quoi. Et donc, moi, j'étais délégué national, c'est-à-dire que j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai mis en place les semaines de l'engagement lycéen, qui sont en fait maintenant chaque année, en début d'année, pour préparer les élections des conseils de vie lycéenne. Il y a des semaines qui sont consacrées à l'engagement, avec dans tous les lycées, du coup. Dans tous les lycées de France, avec des projets à caractère citoyen. Tu vois, ça peut être avec des associations. Je sais pas, je vais te donner des exemples comme ça, mais enfin il y en a plein, hein, mais ça peut être des associations qui vont faire de la prévention contre le sida, par exemple.
Et donc, ils interviennent dans l'établissement. Et là, les élèves se chargent d'organiser ce genre d'événements. Ils font des débats, ils font des choses qui permettent de faire autre chose, tu vois, que simplement des cours et entre les cours, Attendre. voilà, attendre qu'il se passe autre chose. Et c'était une mission passionnante. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Elliot, qui était à l'époque élève élu qui siégeait au Conseil national de la vie lycéenne. Donc le Conseil national rencontre le ministre 2 fois par an et il se charge de porter la voix des lycéens. Ok. On arrive aux questions de fin. On a abordé déjà pas mal de sujets. Est-ce que tu as des livres à conseiller justement sur ce divers sujets? Ça peut être n'importe quoi. Un livre que tu offres souvent ou que tu conseilles souvent, même plusieurs. Il y en a beaucoup. Vas-y, n'hésite pas. Il y en a beaucoup, Ça fera des lectures et pour les auditeurs aussi. Un livre, alors qu'est-ce que je peux conseiller comme livre que j'ai lu récemment et qui... alors, un ouvrage, justement, je vais faire de la promotion pour Place Publique. Alors, un ouvrage de Raphaël Glucksmann. Ah bah, je pense que je l'ai lu. Très important, Les Enfants du Vide, qui vient de... Alors, j'ai eu l'honneur de recevoir le tout premier exemplaire de cet ouvrage pour mon anniversaire, qui a été dédicacé par Raphaël. Donc, c'est un ouvrage qui est très important parce que il est, comment dire, une sorte de condensé de la mutation idéologique qui a lieu aujourd'hui dans cet espace politique de la gauche, de la part d'un intellectuel qui essaye de concevoir la manière dont on peut lier les questions démocratiques, l'écologie et la question sociale. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est vraiment un ouvrage fondateur de ce point de vue et qui résume très bien le cœur de ce que nous essayons de porter à Place Publique. Alors, un autre ouvrage de Thomas Porcher, économiste, qui alors, et qui apparemment est un best-seller là, en ce moment, c'est son traité d'économie hétérodoxe, et qui lui va donner énormément d'arguments pour lutter contre la doxa économique néolibérale. Cette idée que la seule voie possible, c'est l'austérité, c'est la rigueur budgétaire, c'est le nivellement du modèle social vers le bas, etc. Donc tout ce qu'on entend en permanence, répété dans certains médias. Et là, Thomas leur fait un sort. C'est très clair, très bien écrit. Et c'est un ouvrage qui est autant politique qu'économique. Donc voilà, très vivement recommandé. Et un troisième éventuellement. Et alors un troisième, il y en aurait beaucoup. Je sais pas, peut-être de littérature algérienne, ou je sais pas si tu lis j'ai lu un super, alors pour le coup pas de littérature algérienne, mais un ouvrage qui est, alors le nom de l'auteur m'échappe, c'est un jeune auteur qui s'appelle alors À nos frères armés, je crois. À nos frères armés, il me semble. Alors c'est un ouvrage, c'est un petit bouquin qui est publié chez Babel. Et qui porte sur l'histoire de Fernand Yveton. Alors Fernand Yveton, c'est un roman, hein, mais qui est en fait une biographie très, très extrêmement documentée. C'est assez court, c'est divinement écrit. Donc c'est Fernand Yveton, c'était un ouvrier qui était un pied noir et qui a été condamné à mort pendant la guerre d'Algérie pour avoir tenté de commettre un attentat. Il a préparé un attentat qui n'a pas eu lieu finalement, mais il a quand même été condamné à mort. Et le roman raconte la vie de Fernand Yveton. Enfin, en tout cas, c'est les années de préparation. En gros, c'est la rencontre avec sa compagne et entremêlée de séquences de l'attentat jusqu'à l'attentat non commis jusqu'à la décapitation. Et c'est éblouissant. C'est vraiment éblouissant. Je crois que ça s'appelle À nos frères armés. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est vraiment un ouvrage. C'est un ouvrage qui est extrêmement bien écrit et qui est vraiment saisissant. Voilà. On n'a pas parlé de ton point de vue sur l'éducation au sens large.
l'éducation nationale, mais aussi l'éducation continue pour les gens. S'il y avait des choses à améliorer, quel serait ton point de vue par rapport à ça? Je sais pas si tu étais ministre de l'Éducation nationale ou. Alors, Tu peux faire ce que tu veux là. ah ouais, là je suis en freestyle. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'éducation nationale? Il y aurait tellement de choses à dire. Non, mais là, en ce moment, il y a la réforme du lycée, mais bon, je vais être surtout très critique, en fait. Moi, alors, je vais te donner un chiffre très simple. Il y a 4% d'enfants d'ouvriers qui arrivent à Bac+5, 40% d'enfants de cadre. Voilà. Je veux dire, tant qu'on en sera là, tous les discours qu'on peut tenir sur la méritocratie, sur l'égalité des chances, bah, c'est du blabla. Et comment on fait justement pour que ces chiffres soient beaucoup plus proches, peu importe le milieu social? Eh ben, il y aurait des politiques d'égalité scolaire à mettre en œuvre. C'est pas normal que les enfants de pauvres, que les enfants d'immigrés réussissent moins bien. C'est pas normal. Surtout quand on C'est une promeut offense. l'égalité. Ben oui, mais c'est une offense faite à la République. C'est-à-dire qu'elle tient pas sa promesse. Donc quand on sait que un enfant de milieu moins favorisé a très très peu de chances d'arriver à des études supérieures, bah, c'est qu'en fait le jeu scolaire il est complètement faussé. Il est complètement faussé dès le départ. Donc la seule solution c'est de renforcer les moyens là où on en a vraiment besoin. Donc avec des vraies politiques de priorité. Parce que jusqu'à présent, on a ce qui a été fait pour les CP, le dédoublement des classes, choses comme ça. Ouais, bah oui, mais on le fait pour les CP. Pourquoi on le fait pour les autres? Il faut le faire pour toutes les zones prioritaires. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas de recette miracle. J'entends par là que on ne va pas résoudre le problème des inégalités scolaires en 15 jours. En revanche, il y a des politiques qui accroissent ces inégalités. Il y a des politiques qui peuvent aller dans l'autre sens, dans le bon sens. Et là, en ce moment, c'est plutôt des politiques qui vont pas dans le bon sens. Et j'aurais plein d'exemples à donner sur la réforme du bac, la réforme d'orientation, Parcoursup, enfin tout ça c'est extrêmement mal conduit. La réforme du bac, elle consiste en ceci, on casse prétendument les filières et on introduit une concurrence entre les matières. Parce que les enseignants vont devoir maintenant vendre leur matière aux élèves. Expliquer pourquoi elle est attrayante, pourquoi il faut prendre. Donc on va faire tout simplement, en fait, on va retrouver une hiérarchie entre les matières. Moi, comment je vais expliquer à mes gamins qu'il faut qu'ils aillent en philo? C'est qu'il faut vendre la philo au détriment de. Il faudra la vendre, c'est tout. Il faudra vendre la philo. Voilà. Il faudra vendre la philo. Et ça, si vous voulez, comment dire? Je sais pas, on dit que on déplore la perte d'autorité des enseignants, on déplore parfois le fait que l'institution scolaire soit moins respectée, etc. Et quand on met en place ce genre de mesures, à quoi on s'attend? À quoi on s'attend? Mais c'est exactement... En fait, on déplore les effets dont on chérit les causes. Mais ça va pas dans le bon sens, quoi, donc pas très réjouissant. C'est moins qu'on puisse dire. Et j'ai vu que tu écrivais parfois des chroniques aussi dans des quotidiens, des journaux. Si tu penses que ça va être sur quel sujet que tu vas vouloir t'exprimer dans les prochains mois, prochaines années là? Oh, l'éducation. L'éducation. Ouais, l'éducation, oui. Ouais, c'est mon cœur de. J'ai deux sujets. J'ai le sujet d'intégration des enfants d'immigrés, des jeunes, la place des jeunes de quartier, tout ça. Donc les questions identitaires aussi, tu vois, avec l'islam, avec ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui me touchent particulièrement, tout simplement parce que c'est aussi lié à mon histoire. Alors moi, je suis avant tout, quand je m'exprime, je suis avant tout enseignant. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais enseignant dans les quartiers, dans les banlieues. Parce que je viens de là et c'est là que j'enseigne. Donc c'est à ce titre que je m'exprime essentiellement. Enfin, en tout cas jusqu'à présent. Donc ce que je vois au quotidien, c'est des gamins qui sont très souvent issus de l'immigration, maghrébine, africaine, mais pas que, et qui sont comment dire, des gamins très attachants,
paumés pour beaucoup, parce qu'ils sont incapables de se projeter au-delà des 15 prochains jours, voire même parfois au-delà des prochaines 24 heures, parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie, parce qu'ils sont extrêmement inquiets de savoir s'ils vont avoir leur bac ou ce qu'ils vont pouvoir avoir comme formation, parce qu'ils savent qu'il y a des injustices dans l'orientation, parce que ils se cherchent identitairement, ils savent pas ce qu'ils sont. Est-ce que je suis algérien, marocain, français, européen, ou je ne sais quoi, ou est-ce que je suis rien d'autre est-ce que je suis musulman ou pas, est-ce que je suis et tout ça, c'est des questionnements qui font que on a des gamins qui sont de la matière à vif, quoi. Et par rapport à l'orientation justement post-bac, tu disais quels sont les problèmes aujourd'hui? C'est que d'abord on a des très très fortes inégalités de recrutement, des discriminations tout simplement. Discrimination quand on s'inscrit à une fac ou une école privée, même. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est qu'en fait, on sait que les gamins qui viennent de Paris n'ont pas le même, ont beaucoup plus de chances. Les gamins qui viennent des beaux quartiers, des bons lycées auront beaucoup plus de chances que des gamins qui viennent de banlieue. Mais ça, ou de zones rurales d'ailleurs. Mais ça, c'est des choses qui existaient avant et qui sont maintenant inscrites dans le marbre. C'est comme la réforme du lycée, en fait. Tout ça, ça amplifie les inégalités. Pourquoi ? Parce que ça les grave dans le marbre. Ce qui devient normal, en fait, dans le temps. Ce qui devient la norme, c'est exactement ça. Ça devient la norme, on l'accepte et on considère que, oui, c'est tout à fait normal que les gamins qui sont bons s'en sortent bien, et puis mais comme si certains étaient bons par nature et d'autres étaient mauvais par nature. Ce que tu disais tout à l'heure, justement, qu'on mettait en avant les réussites extrêmes. Oui, les réussittes individuelles. Et alors, en plus, le pendant de ça, c'est ce qu'avait initié déjà Sarkozy et que Macron fait à loisir, c'est que en fait, on va prélever des gamins des quartiers, les bons éléments, pour leur donner toutes les chances de réussite. Ils vont faire les bonnes écoles, tout ça, tu vois. Et comme ça, on dit, vous voyez bien que c'est possible. Regardez, eux, ils réussissent. Ah, c'est génial. Sauf qu'on en prend combien ? Et tous les autres, ils font quoi ? Et c'est l'exemple, enfin c'est l'exception qui confirme la règle. Exactement, c'est ça. Voilà. Et on juge la règle à partir de l'exception. C'est très clair. Ouais. Écoute, merci. Où est-ce qu'on peut te suivre, ou est-ce que tu veux dire les gens, par exemple, place publique ou ouais. Pour continuer la conversation. À la place publique, ouais. Regardez, inscrivez-vous sur le site. Je sais qu'il y avait pas mal d'événements créés, comment on appelle ça, j'ai pas le terme là. Des places publiques locales. Mais ouais. tout à fait, ouais. Et puis ça va se multiplier. Et puis là, si on part aux européennes, comme je le pressens, comme je l'espère, ça va y venir. Ça va venir, ouais, très rapidement. Donc, si c'est le cas, là, il faudra être attentif. Mais bon, je sais pas. D'ici là, les choses auront peut-être changé. Parce que non, je veux dire, d'ici à la diffusion. En mars, là, ça sera en avril la diffusion. Ça sera en avril. On sera en pleine campagne normalement. Donc, voilà. À suivre, du coup. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Saïd. Merci à toi, Jean-Charles. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jckurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Kurdali, c'est Kurdali. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site, et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts. C'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec JCK. Allez, à plus.